polo qui est partagé entre la photographie et le cinéma. Né la même année que la revue Paris Match, c'est déjà un symbole. Donc en 1961, avec un appareil photographique, un Kodak Brownie offert par le grand frère et lors étudiant en France. L'enseignement du dessin d'art en tant que disciple de l'artiste plasticien Collet. Voilà aussi un élément intéressant dans le parcours du Brin. Et les photos qu'il a exposées à Lomé du 23 avril au 31 mai 2016 à l'hôtel Olégon sont d'un grand professionnalisme. Leurs tirages ont fait l'objet de l'exposition Échevin du Volume. Il y a encore quelques traces de cette exposition à l'hôtel Olégon. Pour ceux qui auront l'occasion d'y aller, de regarder les quelques œuvres qui sont devenues des acquisitions de l'hôtel Olégon, je pense. Le doyen est un créateur d'images et son travail est à la fois thématique et didactique, qui a su traverser le temps malgré la limitation des pratiques et des techniques. Donc, dans le cadre de cette édition, il a exposé 6 photos. Et 6 photos qui s'inscrivent dans la thématique langue, création, mouvement et André Béo, Andaonoro, Noui. Et elle se trouve dans une série que le doyen a nommée Pêche côtière. Et dans cette série d'images, on retrouve le quotidien des pêcheurs, de la plage de Côte-de-Yapopé à Lomé jusqu'à Vaudrafort. Et les œuvres portent le titre Recours, désespérance, dans les filets, résilience. Ouais, merci d'être parmi nous. Merci. Bon, je crois qu'on va faire Amen. Oui. On appelle le voir. Bon, on va peut-être pas faire le tour, mais on va faire la fixation d'abord sur le doyen et après on va évoluer. D'accord. C'est ce que je propose. Ok, ça marche. Bonjour tout le monde. C'est l'occasion pour moi de féliciter, de remercier les organisateurs du festival pour avoir programmé le doyen. Il faut le connaître, j'aimerais toucher ce point-là. Le doyen a l'habitude de dire ceci. Au Togo, nous avons l'habitude de célébrer nos défunts. On n'a pas l'habitude de rendre hommage aux gens pendant qu'ils sont encore vivants. Et c'est une très bonne chose d'avoir rendu cet hommage-là mérité au doyen de Kokou, qui n'est pas aussi célébré à sa juste valeur. L'Université de Lomé s'est vraiment rattrapée pour cet hommage que je salue véritablement. Le deuxième point que j'aimerais ajouter, c'est que beaucoup ne voient pas la photographie comme étant une œuvre d'art. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de prendre des photos. Et on pense que tout le monde peut être photographe professionnel. Et quand vous voyez les photos de Kokou, avec qui j'ai commencé à travailler il y a un peu longtemps, vous voyez véritablement que ces photos se démarquent de ce qui se fait en amateur. L'Institut français, entre-temps, avait organisé la première édition de la Sephoro. Durant cette édition-là, on a présenté des photographes. Beaucoup étaient impliqués dans la formation, dans tout ce qui était technique par rapport à cet événement photographique, artistique à Lomé. Donc, mon réponse ce matin, c'est pour l'écouter, pour lui poser des questions
parcours. Je voudrais d'abord lui poser la première question. Mon collègue a tracé un peu son parcours. J'aimerais d'abord lui demander de nous parler un peu de comment il connaît Olaï, quels ont été ses rapports, comment il a raté aussi sa vocation d'être artiste peintre aux côtés de notre illustre Olaï. Donc, vous avez la parole. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs d'abord de m'avoir donné cette possibilité d'amener quelques photos sur le campus. Et c'est vrai, le campus, c'est le lieu d'échange, le lieu où on peut venir recevoir tout en donnant. Hier, j'ai écouté la conférence en hébreu. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui nous manquent encore au Togo. Et tout ce qu'il a raconté hier pendant notre mesure, c'est des choses que nous pouvons faire. Et si chacun reste dans son petit coin, fait des recherches et qui n'a pas la possibilité de présenter ses recherches, par exemple, dans une université, et c'est un peu triste parce que je pense qu'il y a des gens comme lui qui peuvent faire cette conférence. Ce n'est pas la première fois que je viens à l'université. J'étais avant à l'université avec le cinéma. Moi, j'ai une casquette de cinéaste aussi. J'avais pensé que la faculté des lettres, à l'époque, pouvait être un tremplin pour le cinéma parce que c'est des gens qui apprennent ce que nous appelons la dramatique, etc. Et qui peuvent écrire des histoires pour les jeunes cinéastes qui arrivent. Mais cela n'a pas duré. J'ai fait aussi un pas au niveau de l'université de Kara pour dire qu'en fait, je connais les universités du Togo, mais c'est très difficile d'aller dans ces universités pour partager ces connaissances. Mon rapport avec Olaï a commencé en classe de 5e. Moi, je n'ai fait qu'une année de dessin. Et puis, je suis parti faire la formation du cinéma. D'abord, je faisais déjà la photo à partir de 10 ans. Alors, quand j'ai voulu dessiner, je me suis retrouvé, je retrouve les traits du professeur dans ce que je faisais. Et puis, comme je suis attiré plus par le cinéma, je me suis battu pour le cinéma. Je ne me bats encore pour le cinéma. C'est très difficile. Mais il m'a gardé, moi je l'ai pris comme je me prends comme un disciple de Paul Alain. Le peu de choses qu'il m'a donné à une année scolaire, et puis les rencontres que j'ai eues avec lui sur son chantier à la maison. Nous avons échangé, nous avons parlé de l'art, de comment est-ce que l'art, l'évolution de l'art au Togo, etc. Je veux bien mentionner qu'il était le premier à choisir mes photos pour mettre à la banque BTCI et puis à la banque de CAO. Si je disais que j'ai vendu des photos, c'est à cette occasion que j'ai vendu mes premières photos. Et après, bon, j'ai évolué dans le dessin parce que dans le cours... Vous permettez de donner, c'était en quelle année quand vous avez vendu ces photos? À peu près. Bon, en quelle année? Disons à la construction de ce deux bâtiments. Ça devait faire tous ces bâtiments, vous le trouvez dans les années 70, je pense. C'est-à-dire... Donc, comme j'ai fait le dessin quand j'ai appelé le cinéma,
pour ne pas perdre la main, je suis devenu professeur de dessin au collège Saint-Denis pendant 30 ans. Et je peux me réjouir aujourd'hui parce que il y a certains de mes anciens élèves qui sont maintenant connus comme de grands plasticiens, des architectes. Et il y a aussi ceux qui sont devenus des professeurs. Quand je les rencontre, je dis: ah monsieur, tu sais, c'était pour qui m'ont permis de contribuer à Juste au passage, il y a Cham à qui le doyen a enseigné le dessin, entre autres. Eric Warren. Donc, du coup, comme l'a dit le curateur, moi je suis un technicien de l'image. Je suis photographe, c'est vrai, mais j'allie, actuellement, j'essaie d'allier toutes ces techniques qui font de l'image. Et comme je suis professeur de dessin, je tiens beaucoup à la composition. Pour moi, les gens vont lire les images. Parce que, comme on l'a dit, une image vaut 1000 mots. Et ce que je fais actuellement avec le Photoshop, je le faisais déjà avant, dans mon petit laboratoire que j'installe à chaque fois que je dois durer quelque part. D'abord, j'ai commencé en France. Ensuite, quand je suis arrivé à Noël, j'ai continué. Il faut dire aussi que j'ai fait un passage au service du cinéma et de l'actualité audiovisuelle qu'on appelait à l'époque cinéato. J'étais photographe et j'étais aussi réalisateur. Donc c'est cette expérience que j'utilise aujourd'hui pour passer un message. Certains disent: ah, il a fait un pas dans le cinéma et puis il est au cinéma. Non, le cinéma c'est un artiste. Le cinéma pour moi c'est un moyen pour passer le message. Alors vous savez que la grande sœur du cinéma c'est la photographie. Et je dirais que ceux qui sont dans la salle, mais ceux qui ont envie de faire du cinéma, plus tard, ils doivent connaître les techniques de la photographie. C'est souvent ce qui manque dans les films de jeunes. À part ces lumières, comment apprendre à lire la lumière. J'étais dans cette salle, j'ai fait des photos. Je n'ai pas utilisé le flash. Parce que je venais de l'ancienne école où quand vous arrivez quelque part, vous allez voir la lumière. Parce qu'à l'époque, il n'y a rien d'automatique. C'est le photographe qui voit la lumière parce que photographier, c'est dessiner avec la lumière. Maintenant, il y a des automatiques. Je l'utilise parce que ça favorise le travail humain. Je travaille toujours comme on travaillait dans l'ancien temps avec le négatif. Je pense que je l'ai dit un peu sur moi. Après, par rapport aux questions, je dois encore échauffer. D'accord, moi j'ai envie d'ajouter une deuxième question, pardon, on évolue. Aujourd'hui, je n'aimerais pas trop faire une fixation sur l'âge, mais on se dit que les nouvelles technologies sont du ressort de la jeune génération. On vous voit toujours connecté, toujours à la page, et même les œuvres reflètent un travail d'une certaine dernière génération. Comment vous faites? Quel est votre secret par rapport au numérique? Le fait d'être tout le temps à la page, vous vous actualisez au fil du temps. Comment vous faites? Quel est votre secret? On ne vous voit pas aussi démodé, aussi déconnecté de la tendance. Merci. Bon, je veux dire tout de vous que l'artiste doit vivre son temps. Actuellement, nous sommes dans le numérique, c'est vrai, mais notre bagage que nous avons eu avant
nous permet quand même de maîtriser ce que nous appelons aujourd'hui le numérique. Et je ne fais pas les photos pour moi-même, je fais les photos pour les autres. C'est pour cela que, bien sûr, il y a beaucoup de photographes qui disent « Ah, pourquoi vous allez mettre vos photos sur Facebook, Instagram, etc. » Je dis non. Parce que les gens ont besoin de voir ce que je fais, même si je ne gagne rien dedans. Je sais que moi, par exemple, là, tout ce que je fais, que ce soit le cinéma, la photo, le dessin, c'est une passion pour moi. Je n'ai pas besoin d'attendre que je vais vendre l'œuvre avant de travailler. Je me retrouve, quand je retrouve mes anciennes photos, par exemple, disons des vidéos, quand je les vois aujourd'hui, ça me fait rire, voilà. Ça me permet de passer une époque, parce que la photographie permet de marquer le temps. Donc, je dis bien que nous sommes à l'étape numérique. C'est là où moi j'ai besoin d'avoir des contacts avec les jeunes qui, eux, sont nés avec le numérique, qui, eux, maîtrisent mieux, parce que nous, il faut encore qu'on retourne à l'école, qu'on apprend. Mais l'artiste doit tout le temps être à l'éveil. Toutes les techniques qui se passent, l'artiste doit être au courant de ça. Avant de dire, parce que nous avons aussi beaucoup de sujets à traiter, donc je dirais bien que je fais ça parce que je suis à l'heure du jour. Bon, en attendant que la quatrième actrice s'installe, rapidement, une question pour Tokoku. Vous avez matérialisé beaucoup le patrimoine bâti du Togo. Vous avez pris des photos du patrimoine urbain de Lomé, ce que vous avez commencé par faire il y a très très longtemps, et cela vous a même permis d'assister à des événements en dehors du Togo. Vous pouvez un peu nous parler de cet aspect-là, cette valorisation des photos relatives au patrimoine bâti du Togo, surtout à l'extérieur du pays. Bon, disons que moi, d'abord, pour ces photos que je prenais quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'aujourd'hui, les gens vont me demander ces photos-là. Et comme j'avais dit, à 10 ans, quand j'ai eu cet appareil photo en main, j'ai commencé d'abord par photographier ces bâtiments. Bien sûr que je photographiais aussi des personnages. Mais au fur et à mesure, moi je suis né à Lomé. J'ai constaté que d'abord, pourquoi les bâtiments coloniaux? Parce que je trouve que c'est une trace que nous ne devons pas abandonner. Ça fait partie de notre histoire. C'est pourquoi le Petit Institut de Lomé m'a fait appel pour faire un travail sur les vestiges des Allemands au Togo. Ça m'a permis de parcourir le Togo. Mais je connaissais déjà le Togo parce que j'ai fait le cinéma itinérant qui m'a permis d'aller un peu partout sur le territoire. Donc je connaissais déjà ces bâtiments dans certaines villes, ces bâtiments sont en souffrance. Mais dans certaines villes, ces bâtiments sont encore utilisés par l'administration. Et si ces bâtiments demeurent encore, il faut les sauvegarder. Même ceux qui sont en souffrance, il faut les sauvegarder. Donc, je me suis dit, je vais travailler, comme tout le monde va chercher un thème, moi je me dis, je cherche le thème du patrimoine. C'est-à-dire ce qui va rester après moi. Parce que le travail que je suis en train de faire actuellement, c'est un travail qui va rester après moi. Et Lomé, c'est ma ville natale. J'ai fait plusieurs photos sur Lomé. Moi, quand je sors, je fais des photos. Et à un moment, je me suis dit, mais on est en train de détruire la vieille ville de Lomé. C'est Lomé, cette vieille ville qui doit amener des touristes dans notre pays. Mais pourquoi on détruit ces vieux bâtiments?
bâtiments. Et on en construit d'autres, mais nous les artistes, je crois que la carte doit être d'accord avec moi. Des fois, les bâtiments, quand tu les vois dans le paysage, là où on les a construits, tu te demandes pourquoi ils ont construit ça là. Est-ce qu'il y a vraiment des architectes? Et que pour nous, les architectes, c'est des artistes. Quand vous allez sur la Cigane, vous voyez des bâtiments, il y a certains même qui sont en train de tomber d'eux-mêmes. On se demande, mais c'est quoi cette histoire? On peut reconstruire le Grand Nouvel autrement. On peut réhabiliter un certain nombre de bâtiments qui sont là-bas, ou en faire des boutiques de luxe, ou en faire des restaurants de luxe, ou en faire des, disons, des galeries, etc., pour redonner une nouvelle, un plus-value au centre de la ville, au lieu d'envoyer tout le monde vers Aguasillé et compagnie. Même quand vous voyez même Aguasillé, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Parce que sur le plan image, je pense que mes photos vont donner au moins une base, parce que moi je n'ai pas cette base-là, va donner une base à ces jeunes architectes, à ces jeunes architectes qui demain vont chercher à reconstruire Lomé d'une autre façon plus artistique. Alors, ce faisant, j'ai été invité au Cameroun dans le cadre d'un projet nommé le poids de la mémoire. Alors, quand je suis parti à Yaoundé, parmi les artistes, surtout beaucoup, parce qu'on avait invité les 6 pays africains qui ont connu la colonisation allemande. J'ai vu que beaucoup, ces artistes-là, que ce soit des plasticiens, des photographes, des écrivains, etc., ils parlaient de cette, c'est-à-dire ils utilisaient cette période pour pouvoir créer. Mais quand j'arrive à Lomé, je dis, mais en fait, là, la période, nous devons connaître cette période parce que tous les artistes doivent connaître cette période. On me dit, ah, on a fait ça à l'université. C'est à l'université. Par exemple, on a fait un film sur la traite négrière au Togo. Moi, je n'ai jamais vu ce film-là, mais on en parle toujours. C'est resté dans les girondes de l'université. Ce que je regrette un peu. Et je me suis dit, dans ce cas, je dois retravailler, je dois refaire mon travail que j'espère présenter dans quelques mois sur le campus avec l'appui de la bibliothèque, avec les écoles, avec le département allemand, le département. J'ai nommé ce travail que je suis en train de faire réconciliation des mémoires. Parce que actuellement, je me suis dit hier que si nous ne parlons pas la langue vernaculaire à nos enfants, comment ils peuvent parler de ça, comment ils peuvent sentir les structures, la moralité, tout ce qu'il y a dans cette langue, comment ils peuvent sentir cela. Je crois aussi que pour la mémoire, nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé au Togo. Comment le Togo était avant. Les Allemands sont arrivés, les Anglais ensuite. En parenthèse, j'ai appris ce matin que le Togo va devenir membre du Commonwealth. On va voir comment on va gérer ça. Ensuite, nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé au temps des Français, etc. Ils nous ont battus. Certains sont morts. Quand vous allez à la plage, vous voyez les 2 wafs qui sont encore, qui tiennent encore. Mais c'est des éléments que le Togo devait conserver, mais on laisse passer une partie de notre histoire, soit disant que ça ne nous regarde pas. Et surtout maintenant, quand il y a ce problème entre le pays, les anciennes colonies et la France. Moi, je trouve que, moi je dis toujours, quand je vais dans ce milieu, moi je dis toujours que mes ancêtres sont les Gaulois. Et les gens me disent, mais pourquoi je dis ça? Je dis, mais mon père et ma mère, là, ils ont eu cette éducation-là. Ils ont appris la Marseillaise. Et encore, vous allez voir chez beaucoup de personnes, c'est ces vieilles chansons françaises-là
qu'on leur avait appris à l'école, qui nous ont transmis. Mais c'est à moi de dire que j'ai vécu cette période à travers mes parents. C'est à moi maintenant de dire qu'est-ce que nous devons faire pour que demain nous puissions travailler plus en dominant et en dominer, mais pour qu'on puisse travailler et mettre à la main, peut-être pas quoi, 15%. Et quand je parle comme ça, je me dis, mais si vous continuez à demander, comment vous voulez qu'on vous considère? Donc mon travail sur la mémoire, c'est un travail qui me passionne et que je veux transmettre aux étudiants parce que nous n'avons pas de traces. Je vous donne un exemple pour finir. La place Bleu-Jardin. La place Bleu-Jardin était déjà là. C'était la place où les Allemands ont créé pour les grandes manifestations. Les Français sont venus, ils ont rajouté le kiosque et c'est là où ils font, pendant le 14 juillet, de la musique, la fanfare, etc. Aujourd'hui, on parle de place Anani Santos. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Moi, je partage ces photos pour que les gens qui passent dans les endroits puissent dire, ah tiens, à cet endroit-là, il y avait ça. C'est comme si j'ai partagé la photographie de l'école de Bakar. Tout le monde passe par là. C'est au bout de l'avenue 24 janvier. De l'autre côté du cinéma, le reste ou bien le grand reste. Les gens me disent, mais c'est quoi ça? Or, tout le monde passe là-bas tous les jours. Et c'est ça aussi qui m'a donné plus de courage pour continuer dans ce que je fais. Merci beaucoup, Doyen. Je crois qu'on va évoluer. Peut-être qu'on vous reviendra sur d'autres aspects pour vous poser d'autres questions. Oui, merci au Doyen pour ses efforts, pour son travail, dans la valorisation du patrimoine, surtout bâti. Mais j'aimerais quand même une dernière question pour le titiller un peu. Doyen, je vous sais vraiment un chrétien. Mais j'aimerais savoir dans la réalisation du projet de chemin du Vaudou, quelles ont été les difficultés que vous avez essuyées en votre qualité de chrétien et comment vous en êtes sorti? Merci. Moi, je suis chrétien aussi, catholique, baptisé quand je suis, vous savez même pas, consacré à la Vierge Marie. Moi, quand les gens disent Vaudou, etc., moi je pense que c'est notre culture. Parce que je me dis, les Michel-Ange, etc., la religion, disons, la religion occidentale a permis le développement de l'art. Pourquoi pas nous, quand nous parlons de notre religion, pourquoi laisser toujours les Européens venir montrer notre Vaudou? Pourquoi les Européens créent un musée de Vaudou chez eux? Ce qui veut dire qu'un jour, heureusement qu'actuellement on est en train de nous retourner les œuvres. Mais si on ne fait pas attention, c'est dans les bouquins des Européens que nous allons voir, on va nous parler de ce déclic est venu un peu tard. D'abord, je m'intéressais au pantotron art de Grafo. Parce que je trouve que ceux qui font art de Grafo est semblable un peu à ce qu'on fait au Brésil, que nous appelons carnaval. Donc, je m'intéressais à ça. Je m'intéressais aux couleurs. Je m'intéressais aux couleurs de cette manifestation. Après, j'ai eu à participer pendant, je crois, 5 éditions au fait du Vaudou, parce que je cherche toujours à savoir aller un peu plus. D'abord, la peur de rentrer dans les couvents. Moi, j'ai essayé
d'aller au-devant de cette œuvre. Alors, à l'IDA, à chaque fois, quand ils font les cérémonies, ils appellent les vaudous du Togo, les vaudous du Bénin, les vaudous du Mina, les vaudous Amla, les vaudous Kabia, etc. Je dis, mais pourquoi, quand dans nos couvents, on ne sent pas une différence entre les vaudous, pourquoi nous les hommes qui sont des adeptes du vaudou, pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Deuxième déclic, quand après je revoyais les photos, j'ai vu qu'il y a des personnages que j'ai photographiés à Bourafort et que j'ai encore photographiés à Ouida. C'est là où je quittais venu le chemin du vaudou. C'est-à-dire que le vaudou, ça nous suit. Il faut que nous les artistes en parlent. Quand je voyais les bas avec comment on appelle, des murs séchés, quand je vois on met comment on appelle l'animation, tu vois, c'est pour moi c'est quelque chose qui a retenu mon attention et que comme je fais la photo, je voulais transmettre ça dans la photo. Peut-être un jour, ça va venir, comme je le dis, j'ai 3 corps, j'ai déjà essayé 2 corps, la 3e corps c'est le dessin, je vais peindre un peu maintenant. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer. Et en tout temps, là, nous a rejoint. Nous continuons avec Ayawabi Raim Adjoui, alias MGA, c'est ça? Donc, on a l'habitude de dire MGA. Vous avez l'habitude de dire que, je cite, je travaille très souvent sur les réalités de la vie et je m'exprime sur le corps humain, surtout celui de la femme. Fin de citation. L'on remarque que la place du visage est dans vos créations, dans tous leurs états. Vous mettez en avant la diversité des visages féminins, rendue de manière toute particulière, en agençant les formes et les couleurs qui sont tout sauf chatoyantes. Et la composition de l'automne est parsemée par un voile de collage sur fond clair et obscur. Et dans le cadre de cette édition du festival, vous avez exposé 4 œuvres: Anne du Désert, Saïfou, Sitopé et Dame, qui s'inscrivent dans la thématique aussi de cette édition du festival. Et vous avez principalement exprimé les conditions de vie de certains enfants de notre société actuelle et manifesté votre attention à l'endroit de ces enfants. Et pourriez-vous nous en dire plus? Merci. Merci, bonjour à tous. Alors, comme vous venez de le dire, j'ai un côté très sensible à l'émotion des autres, en fait. Et j'avais remarqué qu'à chaque fois, ça revenait toujours dans tout ce que je fais. Et quand je travaille, je suis en perpétuelle communication avec la matière qui est devant moi, ma toile. Et je me vois en questionnement, je me pose des questions à ce que je fais. Et ça revient toujours à tout ce qui se passe autour de nous, dans la société, et surtout comment vivent les enfants, les femmes, enfin, tout ce qui touche l'être humain dans la société. Et je vois que je me vis à la place de cette personne-là. Donc je me suis dit, et comme j'aime dessiner, comme j'aime peindre, pourquoi ne pas être à l'écoute de cette personne-là et aussi arriver à parler à leur place. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir dans tout ce que je fais, j'arrive à matérialiser ou à réaliser le visage. Parce que le visage pour moi déjà,
c'est la porte de l'âme. Et tout ce qui touche l'intérieur, ça me touche aussi. Merci. Et on va poursuivre l'entretien. Et MGR, vous aimez beaucoup la couleur noire, la couleur sombre. C'est un choix. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Pourquoi la couleur sombre? Merci. Beaucoup disent que la couleur noire, c'est signe de difficulté, signe de malheur et tout. Pour moi, c'est pas vraiment, selon ma conception, c'est une porte vers le réel, ce qui existait déjà et que nous ne voyons pas. Je m'explique. Dans le noir, j'arrive où je peux voir facilement la porte parce que je suis à la recherche de cette porte-là dans le noir. Je ne peux pas rester dans le noir parce que je suis dans le noir et que voilà, je ne peux rien faire. Je vais tout faire pour trouver la porte de sortie, trouver la solution à ce que je vis. Et dans mes tableaux, d'ailleurs tous les tableaux que j'avais présentés à ce festival, vous allez voir, il y a des traits de peinture de couleur noire. C'est pour parler un peu de la condition de ces personnes-là ou de ces âmes-là que j'avais réalisées sur le bois. Merci. Oui, c'est bon. Et il y a cet exercice qu'on n'a pas eu le temps de faire avec nous beaucoup, parce qu'on voulait qu'il exprime toute sa densité. Et je crois que je vais vous poser la question, et cette question sera valable pour tout le monde. Quel est vos rapports avec le thème du festival? Je vous le reprends, ce thème. Langue, création, mouvement. Donc, dès que MGA va répondre, je crois que la parole va revenir à Dokoku et puis elle va circuler. Merci. La compréhension que vous avez du thème par rapport à votre posture d'artiste, puisque nous sommes réunis quand même dans le cadre de ce festival sous la bannière de ce thème-là. Voilà. Merci. Alors, ma compréhension par rapport au thème, d'abord, les tableaux que je vais présenter parlent du développement au fait fond. Parce que si je touche ces enfants-là qui vivent dans des difficultés et tout, c'est pour que le public comprenne ce que je voulais exprimer par là et aller peut-être à l'aide de ces enfants. Et là, si le public va vers ces enfants-là et les apporte de soutien et tout, la société sera développée. Il n'y aura pas, par exemple, des délinquances et tout, parce qu'on sait que ces enfants sont entourés. Donc c'est là le cri que je donne à travers ce que je fais, ce que j'avais présenté à ce festival, le festival 5e édition. Bon, on a décidé si je suis dans le thème. Je pense que je suis dans le thème parce que ma photographie parle. Et parle d'ailleurs plusieurs langues. Parce que une image, ça fait 1000 mots. Je suis dans la création. Parce que je réfléchis, je suis un photographe, un artiste conceptuel. C'est-à-dire que je sais ce que je veux faire, par exemple si c'est en photo, je sais ce que je veux faire avant d'appuyer sur le déclencheur. Quand je suis devant comment on appelle, l'ordinateur, j'essaie de travailler, j'essaie d'apporter toute ma créativité parce que je veux même au-delà de ce que je pense. Et Ngoyi, parce que je cherche à aller de l'avant, et venir à l'université, c'est comme moi, Ngoyi, ça fait, j'avance petit à petit, jusqu'au dernier soupir, nous devons avancer. Alors, on a parlé
tout à l'heure de couleur. Moi, par exemple, je mets la couleur noire dans mes photos. Je mélange les couleurs. C'est un peu mon côté, disons, plasticien. Et ceci m'est venu parce que je sors souvent vers l'extérieur. J'ai été dans les festivals et j'ai vu que la photographie contemporaine africaine a besoin aussi d'apporter quelque chose au niveau de la photographie mondiale. Donc je fais parler les couleurs. Les professeurs de dessin, si je mets le noir, si je mets le rouge, si je mets le bleu est dans le noir, et dans le noir on peut voir clair. Et pour moi, le bleu, c'est le riz, le rouge, c'est le sang, c'est le travail, le faire l'espérance, etc. J'essaie de retrouver ça, parce que le problème, moi, je suis venu, j'ai commencé la photo en noir et blanc. Et le noir et blanc, ça limite. On a que le noir et le blanc et les intermédiaires du gris qui favorisent, disons, le travail. Et quand vous arrivez dans la couleur, effectivement, il faut choisir la couleur dominante, la couleur, etc. Mais des fois, il y a tellement de couleurs qu'on n'arrive pas à... Moi, je me sens que je dois mélanger mon passé avec le présent. C'est pour cela qu'il y a cette différence de couleur dans le tableau, dans le photographe. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment me tourner vers l'artiste à droite. Pourquoi, Hamilton, vous allez répondre à la question qui a été posée à tout le monde et puis on va continuer par rapport au thème. Ok, je vous remercie. Merci le festival de m'avoir invité à cette 5e édition. Et je suis très contente de participer avec d'autres artistes, plasticiens et notre doyen de photographe. Donc, pour moi, le thème de ce festival, Eo, Adandodo et Ngoyi, ça me parle beaucoup. Parce qu'avant, quand j'ai commencé à peindre, je signais Lina Hamilton. Et parce que c'est un nom, qu'on m'a donné un nom français. Et j'avais compris à un moment donné que Lina, mais c'était pas de collège, c'était pas mes sous, c'était pas rouge, c'était pas ma langue. Donc, j'ai changé et j'ai donné mon vrai nom, le nom qui est sur mon acte de naissance, à Coco Hamilton. Et le thème de la langue est important parce qu'à Coco, on sait que je viens du pays élevé et que je suis de là. Donc, je connais mes sources et je peux mettre ma source d'où je viens sur mes droits en les signant avec le même nom. Pour dans les créations, l'art, le fait de faire les tableaux, c'est un processus de création. Et des fois, on peut passer des mois pour concevoir juste une seule chose. Du son le crayon dans notre imaginaire. Et en essayant de le matérialiser, on fait un mouvement. Donc, il y a une logique, et puis on avance, donc, et on matérialise quelque chose. Donc, pour moi, le thème de ce festival, me parle avec nous. Ok. Pour aller dans le sens de la question posée à Dokoku liée à la spiritualité, j'aimerais vous demander quels sont vos rapports avec la spiritualité, parce qu'on voit que votre création est un peu spirituelle. Oui, effectivement. Et vous
qu'on demande, on prie. Même à nous-mêmes, on prie, mais on se fait des requêtes, on se demande. Donc, c'est ça qui m'a poussé à choisir le thème de la prière qui est un peu profond et en même temps général. Sinon, si seulement je peux dire que moi, je ne refuse pas, je suis juste un spirituel. J'ai essayé de vous suivre un tout petit peu et je vous ai même suivi jusqu'à Cara, où on a échangé, on a parlé de l'art. Et vous m'avez dit que le fait d'avoir quitté Lomé, le fait d'avoir voyagé, que le voyage vous a inspiré. Cette cassure, par exemple, dans la géographie, dans le climat, par rapport à Lomé, vous a tellement bouleversé un tout petit peu. Comment vous avez restitué tout ça là, par rapport à ce que vous avez créé à Lomé à l'époque, bon, à Cara, pardon, à l'époque, parce que ça fait pratiquement 2 ans, si je ne m'abuse. Et puis après, ce souvenir que vous avez gardé de ce séjour de au moins 6 mois, je crois. 8 mois, pardon. Donc 8 mois à Cara, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de banque de données à exploiter comme matière première au niveau d'une artiste plasticienne? Partage d'expérience. D'accord. Quand j'ai quitté Lomé, et que c'était ma première fois de quitter Lomé pour aller à l'intérieur du pays, c'était comme un choc. Je ne m'attendais pas à ce que le Togo soit aussi beau, qu'on ait de aussi magnifiques paysages à l'intérieur de notre pays. On les voyait que sur les photographies des pays européens, et ça m'a un peu choqué. En même temps, ça m'a émerveillé et ça a créé en moi, bon, en tant qu'artiste, puisque moi je peins beaucoup la nature, une approche différente de la manière dont je peux peindre mes paysages. Et au même moment, j'ai vu qu'il y avait des mentalités différentes de ce qu'on a ici à Lomé. Les gens, ils se contentent du peu pour être heureux. Ils ne cherchent pas vraiment à prouver à qui que ce soit que voilà, moi je suis ici ou ça, mais ils vivent leur vie et c'est tranquille, c'est calme et c'est beau. J'ai vraiment gardé un très beau souvenir de ce voyage, cette période là-bas et jusqu'à présent ça continue pas à inspirer mes toiles et mes créations. Bon, je vais interroger enfin Anagé. Vous le faites ou je le fais? Bon, d'accord, je garde la parole. En attendant que Anagé nous réponde à la question liée au thème, Anagé, particulièrement, moi je l'ai connue en tant que romancière. Et c'est à la fin que j'ai appris qu'elle peint également. Et, bon, en attendant de poser la question, vous répondez à cette question pour qu'elle me plus bon. Je vais vous poser d'autres questions après. Merci. Merci beaucoup. Par rapport au thème du festival, langue, création et développement, je pense que la langue dans le domaine de l'art ne doit pas être utilisée dans le même sens que le sens général. Je pense que la langue, en fait, c'est déjà une langue muette en art. Elle est muette et elle est à visualiser. Donc je me dis qu'à travers chaque tableau, par rapport au thème de l'événement et au thème que j'ai eu à choisir, j'ai choisi un thème lié au temps. Donc je me dis déjà la langue évolue dans le temps, la langue évolue, la création aussi évolue dans le temps et le développement ne suit que le cours du temps. Donc quand on prend chaque tableau, l'artiste essaie d'envoyer un message. Donc c'est comme une communication, c'est comme une langue en fait, comme je le disais, une langue visuelle. Maintenant, en ce qui concerne la création, l'artiste est toujours amené à créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui est censé durer, perdurer dans le temps. Et ensuite, parlant de développement, tout ce qui est créé
déjà avec Génie, si on parle d'artistes et tout ce qui est créé pour essayer de communiquer avec l'autre doit essentiellement perdurer dans le temps, développer sur une certaine évolution. Donc, c'est à peu près le parallélisme que je peux faire entre le thème choisi et les tableaux. Merci. D'accord. Merci. Pernicieuse révélation, c'est le titre de votre roman, publié en 2020, c'est ça, aux éditions Continent. Je vous cite au détour d'un entretien. L'écriture a toujours été ma grande passion et mon défouloir. Depuis toute petite, j'y trouvais mon refuge et j'avais grâce à elle le pouvoir d'inventer et de réinventer mon monde. Je tenais un journal où je transcrivais mon quotidien, mes vécus bons que mauvais. Un auteur est un artiste qui peint avec des mots, des réalités ou ses propres rêves. Il a cette liberté d'inventer et de défaire. Quoi de plus jouissif et de plus épanouissant que d'avoir le don et l'art de la création. Fin de citation. Comment vous vivez cette vie d'artiste partagée entre l'écriture et la peinture? Qu'est-ce qui risque de prendre le dessus sur l'autre? Bien, qu'est-ce qui a pris déjà le dessus sur l'autre? Si il serait peut-être difficile de vous dire de choisir, mais vous penchez plus vers quel côté, instinctivement? Merci. Merci. Bon, je ne pense pas qu'entre l'écriture et la peinture, il y a l'homme qui puisse prendre le dessus sur l'autre. Je crois que c'est deux mondes qui se rejoignent. Déjà, en écrivant, on essaie de créer, comme le thème aussi l'a dit. Et en peignant aussi, on crée déjà et on essaie de communiquer. On a envie de transcrire ce qu'on a dans son esprit, ses sentiments, ses émotions, et à chaque fois. Et en ce qui concerne la peinture, je dirais que tout ce qu'on voit a une histoire, ne serait-ce qu'une simple fleur qu'on voit. Cette fleur-là, dans l'abstraction, peut évoquer beaucoup de choses. Et si on le prend, on essaie comment dire, si on essaie de la concevoir d'une autre façon, on arrivera à créer une histoire avec. Donc je dirais autant l'écriture que la peinture. L'essentiel en fait c'est de ressentir à chaque fois et de transférer toutes ces émotions, que ce soit sur le papier ou bien que ce soit sur le... D'accord. Vous allez continuer avec les deux. D'accord. Une petite curiosité côté littérature, qu'est-ce que vous nous préparez les années à venir en termes de création littéraire? Bon, je dirais que mon second roman est en voie, mais avec une certaine particularité. Bon, je pourrais quand même vous dire, j'ai voulu dans ce roman choquer un peu et parler plus de la sexualité, parce que je me dis qu'étant artiste, il y a plein d'artistes qui essaient de peindre des corps humains, que ce soit le corps de l'homme et de la femme, sans toutefois cacher tous les aspects. Et notre société est tellement une société axée sur on se dit qu'il y a des limites, on se dit qu'il y a des choses à ne pas évoquer et tout, alors que la sexualité en soi fait partie de notre quotidien et de nos vécus. Et on doit normalement ne pas en faire un mythe, mais plutôt la peindre, mais plutôt la faire ressortir, que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit en tant que écrivain. D'accord, merci. Voilà, je crois, mais il y a une partie de la présentation qui se fait avec le public. Bon, moi j'ai épuisé toutes mes cartouches. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à ajouter en attendant qu'on ne passe la parole au public. Puisqu'il y a un événement après, un événement qui commence à 10h30. Donc là, il va falloir composer
avec le temps. Je pense que c'était tout dit, donc on peut laisser champ libre à l'auditoire de poser ces questions. Merci.